Il a fallu non pas un an, mais presque 10 ans pour que justice soit rendue dans la tragédie terrible et complexe d'aujourd'hui. En décembre 2020, le meurtre sauvage d'une religieuse de 21 ans en 1992 a finalement été résolu après 28 ans. C'est le récit de Sœur Apeya. L'histoire commence en 1992 dans la paisible ville de Kottayam au Kerala. Kottayam était un quartier calme avec des églises et des couvents disséminés partout, comme beaucoup d'autres communautés chrétiennes du Kerala. Pour les habitants, ces lieux de culte jouaient un rôle important dans la vie quotidienne. Le couvent Saint-Pie-X était l'un des couvents les plus célèbres de la région. De nombreuses jeunes filles, dont beaucoup étaient des religieuses, venaient étudier et séjourner dans le dortoir. Sœur Apeya, 21 ans, était l'une de ces femmes. C'était une jeune femme pieuse venue au couvent pour servir Dieu et aider les autres. Les examens approchaient pour Sœur Apeya, qui était inscrite dans une université de premier cycle. Elle a pris la décision de se lever tôt un matin pour terminer quelques études supplémentaires parce qu'elle était déterminée à réussir. Il s'est couché, a réglé le réveil et s'est réveillé vers 4 heures du matin. Il s'assit pour commencer ses études après avoir salué plusieurs de ses connaissances au monastère. À ce moment-là, il ressentit le besoin de faire une petite pause. Elle posa ses livres et se dirigea vers la cuisine, peut-être pour prendre une gorgée d'eau ou s'asperger le visage d'eau froide pour rester éveillée. Lorsque les autres religieuses se sont réveillées le lendemain matin, elles ont vu quelque chose d'étrange. Il n'y avait aucun signe de Sœur Apeya. Cela leur parut étrange. Ils se dirigèrent vers la cuisine et découvrirent là une des pantoufles de Sœur Apeya, de l'eau renversée sur le sol et une bouteille d'eau avec le couvercle ouvert. Mais où était Sœur Apeya? Personne ne l'a remarqué. Ils trouvèrent bientôt l'autre pantoufle de Sœur Apeya près du puits du couvent, alors que la recherche devenait plus intense. Une des religieuses a eu peur lorsqu'elle a vu le corps sans vie de Sœur Apeya alors qu'elle s'approchait du puits et regardait dehors. Le corps de Sœur Apeya a finalement été retiré du puits après que la police et les pompiers ont été contactés. Les habitants et les religieuses en colère étaient absolument incrédules. Ils avaient dîné avec elle la veille, plaisanté, planifié l'avenir et avaient même été gênés par son réveil précoce. Le même ami était maintenant sorti du gouffre. Comme de coutume, Venvet Agustin, le policier local, s'est présenté. Une fois le corps retrouvé, il l'a envoyé pour une autopsie, a rédigé un rapport et a engagé un photographe pour prendre des images du corps et de son emplacement. Les médecins qui ont pratiqué l'autopsie ont noté des éraflures et des contusions, découvert une lésion cérébrale et déterminé que la cause du décès était la noyade. Sœur Apeya a été blessée à la tête. Cependant, la cause de son décès a été classée comme un suicide avec une possible composante de meurtre. Cette explication n'était pas largement acceptée à l'époque. Sœur Apeya déclencherait une alarme suicide, mais pourquoi? De l'eau a été renversée, sa chaussure a été laissée sur le sol, la porte du réfrigérateur est restée ouverte et le bouchon de la bouteille a été retiré. Tout semblait précipité. Les gens n'ont pas compris l'histoire. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un meurtre plutôt que d'un suicide. De plus, étant donné que l'événement s'est produit à l'intérieur d'un couvent, ils pensaient que quelqu'un essayait de cacher les événements. Sœur Apeya est décédée dans un couvent où des centaines de filles vivaient, étudiaient et apprenaient la religion. Il était extrêmement inhabituel qu'un incident aussi horrible se produise dans un tel endroit. Le quartier était extrêmement inquiet à la suite de cet événement et de cette prétendue dissimulation. Pour demander justice, un activiste nommé Joman Putan Parakal a créé un comité. L'affaire a été transmise à la direction de la criminalité le 16 avril. Le rapport a été publié par la Crime Branch après plusieurs mois d'enquête. Après avoir été transféré de la police locale à l'unité criminelle, l'affaire a fait l'objet d'une enquête pendant des mois. Ils sont finalement arrivés à la conclusion que Sœur Apeya s'était suicidée. Il ne restait plus beaucoup de preuves médicales, car Sœur Apeya avait déjà été enterrée à ce moment-là et ses vêtements étaient abîmés. Mais au Kerala, l'affaire avait retenu beaucoup d'attention. Il y a eu de nombreux reportages dans les médias et dans tout l'État, spéculant sur ce qui s'était réellement passé. Les religieuses n'aimaient pas la façon dont les choses se passaient. La pression est venue des militants, des médias et même de la société en général. Naturellement, une autorité supérieure a été chargée de gérer la situation. Une nouvelle enquête a été lancée après que le Bureau central d'enquête, CBI, ait pris le contrôle. Au début, la CBI a adopté une approche différente, recherchant de nouvelles pistes et s'adressant à nouveau à d'anciens témoins. Tout semblait se passer bien jusqu'à ce qu'un événement très étrange et surprenant se produise. En 1994, Varghese Thomas, un responsable du CBI, a fait une révélation surprenante lors d'une conférence de presse. Il a affirmé que des pressions avaient été exercées pour classer l'affaire comme un suicide. En conséquence, il a décidé de quitter son emploi près de 9 ans avant de prendre sa retraite. Imaginez l'agitation qui s'est produite après avoir dit cela. Une fois de plus, l'affaire a fait la une. Pourquoi est-ce devenu si complexe? Cela dépassait l'entendement des gens. Quelle était la source de cette pression?
Pourquoi a-t-il été si difficile de résoudre l'affaire? Malgré le peu de preuves médicales, l'équipe du CBI a continué à enquêter sur l'affaire pendant longtemps. Ils ont ensuite réalisé une série de tests simulés. Ils ont créé une poupée qui pesait le même poids que Sœur Abaya et l'ont jetée dans le puits de différentes manières. Ils ont examiné de près les blessures de la poupée et les ont comparées à celles découvertes sur Sœur Abaya. Mais malgré ces preuves, aucune réponse définitive n'a émergé. Ainsi, un rapport a été présenté en 1996, 3 ans après le début de l'enquête. Nous pensons que cela devrait être traité comme une affaire de meurtre, a-t-il déclaré. Nous avons fait tout notre possible pour identifier les coupables possibles de ce malheureux incident. Cependant, malgré tous nos efforts, nous n'avons pu obtenir de résultats concluants. 4 ans après la tragédie, nous ignorions toujours le véritable sort de Sœur Abaya, malgré les efforts de la police locale, de la police criminelle et maintenant du CBI. Une nouvelle équipe du CBI a été désignée après le rejet du dernier rapport. Après avoir mené une autre enquête, cette nouvelle équipe a conclu que la mort de Sœur Abaya semblait être un meurtre survenu en 1999, soit 3 ans plus tard. Les résultats médicaux ont été le principal facteur de cet essai. Cette fois, le corps a été examiné par 3 médecins au lieu d'un seul. Ils ont découvert un certain nombre de blessures que le rapport d'autopsie initial avait négligées. Auparavant, ces blessures étaient passées inaperçues. Revenons maintenant au jour de l'incident. D'autres religieuses présentes au couvent ont observé d'autres blessures sur le corps de Sœur Abaya. L'officier dont j'ai parlé plus tôt, Venville Augustine, avait même envoyé un photographe sur place. Le corps de Sœur Abaya a été minutieusement inspecté par le photographe, qui a également capturé des signes supplémentaires de traumatisme non inclus dans l'autopsie ou dans le rapport précédent. De nombreuses religieuses étaient présentes lors de l'enlèvement de son corps et ont également constaté ses blessures. Ils ont souligné un certain nombre de marqueurs qui n'étaient pas mentionnés dans le rapport post-mortem initial. Après 7 ans d'enquête, il a été déterminé que Sœur Abaya ne s'était pas suicidée. Qui était responsable de ce qui semblait être un meurtre? Vous serez encore plus surpris par la réponse. Nous savons qu'il s'agit d'un meurtre, mais nous ne savons toujours pas qui est le meurtrier, a reconnu le CBI. Une fois de plus, ce rapport a été rejeté par le tribunal. Une nouvelle enquête a été menée en 2005 après la constitution d'une autre équipe. Une fois de plus, le tribunal a rejeté ce rapport, estimant que les assassins ne pouvaient être identifiés. Maintenant, les membres du comité d'action à l'extérieur étaient furieux. Des théories et des discussions conspirationnistes ont commencé à émerger. Selon plusieurs médias, l'enquête initiale n'a pas été bien menée. Ils ont déclaré qu'ils avaient brûlé les vêtements de Sœur Abaya, détruit son journal et l'avaient enterré trop tôt. Ils pensaient que l'autopsie manquait et que les personnes en position d'autorité essayaient de la dissimuler. Différentes idéologies ont rapidement proliféré dans tout le Kerala. Comment l'affaire a-t-elle pu donner lieu à une scène aussi tumultueuse? Qu'est-ce qui a fait disparaître les preuves? Après qu'une nouvelle équipe ait repris ses recherches, une découverte surprenante a été faite en 2007. Jusqu'alors, l'affaire faisait l'objet d'une enquête depuis 15 ans. Malgré le grand nombre de témoins, certains ont abandonné l'affaire et d'autres sont déjà décédés. Malgré les interrogatoires de nombreuses personnes, aucune preuve concrète impliquant qui que ce soit n'a été découverte. Puis, de manière inattendue, un témoin s'est présenté avec des preuves cruciales. Mais qui était cet observateur? Le témoin s'est avéré être un voleur. Un voleur non identifié typique de 1992. Pouvait-on vraiment croire ce qu'il disait? Ces aveux ont non seulement été pris étonnamment au sérieux, mais ils ont également complètement modifié le cours de l'affaire. Si vous avez vu jusqu'ici, abonnez-vous et aimez la vidéo. Merci. Adhakar Raju était cet homme et il a admis avoir volé vers 1992. Il volait des choses à divers endroits, les vendait et utilisait les bénéfices pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Adhakar Raju est arrivé au monastère de Saint-Payo le 27 mars avec l'intention de voler. Leur intention était de grimper sur le toit du couvent, où se trouvaient des fils de cuivre et des tiges de protection contre la foudre, de les voler et de les revendre. Il est arrivé au milieu de la nuit pour voler, mais ce qu'il a vu là-bas était si étrange qu'il est resté dans sa mémoire pendant des années. Il a vu quelqu'un entrer secrètement dans l'école dans le noir, et c'était un spectacle assez étrange. Là, il a vu le père Kadur, Thomas. Cela a généré une requête. Pourquoi y avait-il un prêtre dans le foyer des filles à ce moment-là? Selon Adhakar Raju, il a également observé José Putrikaïl et M. Sifi. Ça commence à devenir un peu effrayant ici. Comme indiqué précédemment, Raju a agi de manière simple. Il vendait les objets qu'il avait volés à divers endroits à un ferrailleur. Il s'est senti impuissant lorsqu'il a vu l'étrange incident cette nuit-là. Puisqu'il était là pour commettre un crime, comment pouvait-il parler? Il a entendu parler de monsieur le lendemain. Abaya a puis lu les commentaires de la police sur son cas. À ce moment-là, il commença à sentir que quelque chose n'allait vraiment pas.
Il était parti pour voler et devrait avouer son crime s'il le disait à quelqu'un ce soir-là. Atta Shakar Raju a pris une mesure inattendue. Il a rapporté à la police ce dont il avait été témoin cette nuit-là. Pensez simplement à ce qui s'est passé après qu'ils aient entendu son histoire. Après avoir entendu son histoire, la police l'a arrêté comme suspect du meurtre. Ils ont trouvé une idée de base. Cette nuit-là, Adaka Raju est entré par effraction dans le monastère pour voler. Il a rencontré une religieuse alors qu'il volait. Il l'a tuée avec frénésie, a jeté son corps dans le puits et s'est enfui lorsqu'elle a crié. Facile. Atta Shakar Raju aurait subi diverses formes de torture au cours de sa détention de 58 jours. Il a affirmé avoir subi des pressions pour qu'il accepte la responsabilité du meurtre. Il a déclaré qu'en échange de ses aveux, on lui avait promis des pots de vin, de l'argent, un emploi, de l'aide pour l'éducation de ses enfants et même une maison. Il a également été rapporté que Shamir, son ferrailleur, avait été contraint de rejeter la faute sur Raju pour tout. Mais ni Shamir ni Adaka Raju n'allaient abandonner. Ils ont intimidé Raju avec une série d'accusations infondées lorsqu'il a refusé de se laisser prendre à leur tactique pour attirer de l'argent. Mais pourquoi a-t-il refusé de reculer face à ce système malhonnête? Il était honnête. Plus tard, Adaka Raju fut celui qui resta ferme dans ses convictions pendant ce jeu trouble. Même le tribunal vénérait le même petit voleur d'avant. L'affaire prend alors une autre tournure. Le père Thomas Katur et le père José Putrikaïl étaient désormais les deux principaux suspects dans l'affaire CBI. En fait, un voisin proche a rapporté avoir vu la moto du père Thomas Katur garée au monastère. Ce voisin a aperçu le scooter devant le couvent dans l'après-midi du 26 mars, au retour d'une pause thé dans un magasin voisin vers minuit. Il n'y pensait pas beaucoup à l'époque. Cependant, il a ensuite modifié son récit, affirmant qu'il l'avait prononcé sous la contrainte. Plusieurs témoins, dont lui, se sont opposés à cette affaire. Mais attendez. La police savait qu'il y avait certains suspects lorsqu'Adaka Raju les en a informés. Pourquoi n'ont-ils pas enquêté davantage sur cette question? Pourquoi n'ont-ils même pas jeté un coup d'œil rapide au compte de Raju? Ou avaient-ils reçu l'ordre de tendre un piège à Raju? Ils offraient de l'argent à Raju. Qui pourrait se permettre de soutenir cela? La question la plus importante était de savoir ce que faisait le père Katur au couvent cette nuit-là, si Raju disait la vérité. Le père Katur et la sœur Séphie du couvent ont été comparés à un couple marié, selon un mythe qui a commencé à circuler après qu'il en ait parlé à des amis. D'autres personnes avaient déjà fait des déclarations similaires avant cela. Certaines religieuses du monastère parlaient entre elles et d'autres à l'extérieur du couvent exprimaient également leurs opinions. En 2008, le CBI a identifié le père Thomas Katur, la sœur Séphie et le père José Putrikaïl comme les principaux suspects dans cette affaire de meurtre, sur la base des aveux de Raju. L'avocat de la défense de l'accusé a alors tenté de discréditer le témoin Raju, le présentant au tribunal comme un criminel de carrière. Il a mentionné environ 10 accusations criminelles contre Raju, dont il était pour la plupart l'accusé. L'argument de l'avocat était biaisé contre Raju, car il n'a pas réfuté son casier judiciaire. Raju tenait absolument à obtenir justice pour le meurtre de sœur Abaya, même s'il reconnaissait ses transgressions passées. Le père Thomas Katur, la sœur Séphie et le père José Putrikaïl ont été emmenés à Bangalore pour des tests antidrogue à la suite de leur déclaration. Malini était le nom du médecin qui a effectué les tests. 3 CD contenant les résultats des tests ont ensuite été envoyés à la haute cour et au tribunal judiciaire du Kerala. Cependant, quelque temps plus tard, on a découvert que les CD contenant les résultats des tests narcotiques avaient été altérés. Les enregistrements des tests narcos n'étaient pas complets, car le docteur Malini avait été suspendu à un moment donné avant d'être appelé pour expliquer ce problème. Lors des tests narcos, toutes les personnes présentes dans la salle ont été interrogées. Mais ils ont tous affirmé que les CD n'avaient pas été falsifiés. La Centrale de développement des technologies de l'image, CDIT, a reçu les CD des preuves du trafic de drogue pour connaître la vérité. Après avoir examiné les preuves numériques, le CDIT a déterminé que le père Thomas Katur était le propriétaire du premier CD. Il comprenait un enregistrement complet de 32 minutes et 50 secondes qui a subi près de 30 montages. Le témoignage du père José reposait sur un CD de 40 minutes et 55 secondes qui avait connu 19 éditions. Le CD final contenait 23 montages et était destiné au test narco de sœur Séphie, qui a duré 18 minutes et 42 secondes. La haute cour du Kerala a ordonné à la CBI de produire les CD originaux relatifs aux preuves de trafic de drogue devant le tribunal dans les 10 jours suivant l'incident de falsification. Cependant, quelques jours plus tard, une chaîne de télévision locale du Kerala a diffusé les enregistrements originaux des tests narco du père Thomas Katur, de la sœur Séphie et du père José. Les premiers enregistrements des preuves de narco ont montré comment le père Thomas Katur et le père José ont commis le meurtre, mais on ne sait toujours pas comment cette transmission s'est produite et qui l'a transmise. Les enregistrements de son témoignage sur le trafic de drogue montrent que sœur Abaya s'est réveillée à 4 heures du matin.
le 27 mars 1992. Il est allé de sa chambre au réfrigérateur pour chercher de l'eau, car il faisait très chaud. Il remarqua des bruits venant de la cuisine pendant qu'il buvait. Abaya part enquêter et découvre sœur Séphie, le père Katur et le père José dans une situation précaire. Ils ont lancé une attaque meurtrière contre sœur Abaya au moment où elle était sur le point de fuir. Selon le rapport d'autopsie, sœur Séphie l'a frappée à la tête avec une hache qu'elle a prise dans la cuisine. Puis, pour cacher leur crime, ils l'ont traînée jusqu'au puits et l'Y ont jeté. Le CBI a commencé à interroger les 3 hommes dans leur bureau après la diffusion de ce CD. Cependant, tous 3 ont été libérés sous caution en 2009. Le fait que le père José ait été disculpé dans cette affaire était surprenant. Sur la base des résultats du test de trafic de drogue et du témoignage du voleur Raju, la Haute Cour du Kerala a condamné le père Thomas Katur et la sœur Séphie à la réclusion à perpétuité en 2020 après de nombreuses audiences tenues entre 2009 et 2019. En outre, le tribunal a imposé une amende de 5 lakhs de roupies chacun. Ainsi, l'une des affaires de meurtre mystère les plus anciennes en Inde a finalement été résolue après 28 ans grâce à un voleur.